Ce midi, au Radio-Journal, Justin Trudeau ferme la porte. Non, nous n'allons pas donner plus de pouvoir en immigration. Québec n'obtiendra pas du tout ce qu'il désire d'Ottawa pour gérer l'afflux d'immigrants temporaires. Et Israël donne le feu vert à une offensive militaire à Rafah, dans le sud de Gaza. Bonjour, ici Mélanie Hood. L'immigration a été au cœur des discussions ce matin entre les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau. Devant l'afflux de demandeurs d'asile au Québec, François Legault cherche notamment à obtenir plus d'argent et plus de pouvoir, ce que son homologue fédéral a rapidement exclu. Comme l'explique Alexandre Duval, Justin Trudeau s'est toutefois montré ouvert à trouver des solutions aux problèmes du Québec. Encore une fois, Justin Trudeau admet que le Québec fait plus que sa part pour accueillir les demandeurs d'asile, mais il rappelle qu'Ottawa a déjà fermé le chemin Roxham et réimposé un visa pour une partie des ressortissants mexicains. Justin Trudeau dit vouloir continuer de collaborer pour aider le Québec à faire face au nombre grandissant d'immigrants temporaires qui s'installent sur son territoire, mais une chose est sûre, pas question de donner les pleins pouvoirs en immigration à François Legault. Non, nous n'allons pas donner plus de pouvoir en immigration. Le Québec a déjà plus de pouvoir en immigration que n'importe quelle autre province parce que c'est très important de protéger le français. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire fonctionner le système d'une meilleure façon. C'est pas une question de qui a le contrôle de quoi. Devant ce refus, François Legault dit qu'il regarde toutes ses options pour réduire lui-même le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Il n'a pas voulu paraître trop dépité. Il a surtout insisté pour dire que Justin Trudeau a démontré de l'ouverture à plusieurs de ses demandes. Si Ottawa s'assurait d'avoir un certificat d'acceptation du Québec pour tous les travailleurs temporaires, bien déjà, ça donnerait au Québec une espèce de droit de veto sur tous les travailleurs temporaires. Déjà, ça serait un gain. Les deux hommes ont convenu de se revoir d'ici le 30 juin. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec. Par ailleurs, Justin Trudeau maintient le cap au sujet de l'augmentation de la taxe sur le carbone. Celle-ci doit passer de 65 à 80 $ la tonne le 1er avril. Cette province demande un gel de cette hausse ou carrément l'abolition de la tarification fédérale du carbone qu'ils accusent d'alimenter l'inflation. Justin Trudeau répond que ce mécanisme vient au contraire en aide aux ménages. Je vais maintenir cette hausse et pour la très bonne raison que le 3 cents par litre que ça coûte de plus, on le rembourse et encore plus pour 8 familles sur 10 à travers le pays, dans les régions où on a ce programme. Alors, c'est une mesure qui non seulement lutte contre les changements climatiques et encourage l'innovation et les améliorations dans nos émissions, mais aussi qui met plus d'argent dans la poche de 8 familles sur 10 à travers le pays. La taxe sur le carbone s'applique partout, sauf au Québec, en Colombie-Britannique et dans les territoires du Nord-Ouest qui gèrent leur propre système de tarification. On connaît maintenant les détails entourant les funérailles de l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney. Le public pourra lui rendre un dernier hommage les 19 et 20 mars à Ottawa et les 21 et 22 mars à Montréal, alors que sa dépouille sera exposée en chapelle ardente. La cérémonie funéraire se déroulera quant à elle à 11h le samedi 23 mars à la basilique Notre-Dame à Montréal. Des éloges funèbres seront prononcés, entre autres, par sa fille, Caroline Mulroney, ainsi que par Justin Trudeau, Jean Charest et Wayne Gretzky. Ailleurs dans le monde. Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza demeure toujours improbable. Malgré les mises en garde de la communauté internationale, Israël pourrait très bientôt lancer son offensive sur la ville de Rafah, dernier refuge pour plus d'1 million de civils palestiniens. Jean-Philippe Robillard, l'armée israélienne en serait à ses derniers préparatifs. Oui, effectivement. Donc, au stade des préparatifs opérationnels et d'évacuation de la population civile en prévision, Mélanie, de l'offensive contre la ville de Rafah, c'est dans le sud de Gaza, où s'entassent à l'heure actuelle, vous le mentionnez, des centaines de milliers de Palestiniens qui ont tenté de fuir les combats, les bombardements dans le nord de la bande de Gaza. Et pendant ce temps, il y a le bateau qui transporte 200 tonnes de vivres qui est arrivé à Gaza et on a même commencé à décharger l'aide humanitaire et ça fait des jours que les Palestiniens qui manquent de nourriture, qui manquent entre autres d'eau potable, attendent ce fameux navire-là.
Par ailleurs, Israël a rapidement rejeté la proposition de cessez-le-feu formulée par le Hamas. Oui, le Hamas qui propose de libérer les femmes, les enfants, les personnes âgées, les malades qui sont retenus contre leur gré dans la bande de Gaza en échange de 700 à 1000 prisonniers palestiniens, dont une centaine, Mélanie, qui ont été condamnés à la prison à vie. Le Hamas veut également qu'il y ait un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, une proposition que le premier ministre israélien a rejetée, a jugée irréaliste. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Aux États-Unis, en Georgie, le juge au procès de Donald Trump pour tentative de renverser les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020 autorise la procureure Fani Willis à demeurer en poste. Elle devra toutefois retirer du dossier un enquêteur spécial qu'elle a elle-même nommé en raison de la relation amoureuse qu'elle entretient avec lui. Selon le juge, le conflit d'intérêts soulevé par les avocats de Donald Trump est non fondé, mais reconnaît qu'il pourrait y avoir apparence de conduite inappropriée. Le président russe Vladimir Poutine a voté en ligne lors de l'élection présidentielle qui devrait confirmer son 5e mandat. La réélection de Vladimir Poutine pour une nouvelle présidence de 6 ans n'est qu'une formalité. Les 3 autres candidats en lice ont d'ailleurs dû d'abord obtenir le feu vert du Kremlin pour avoir le droit de se présenter aux élections. Le reportage de Sylvain Tronchet. La fraude électorale est une vieille tradition en Russie. Chaque scrutin a été accompagné de son lot de scandales, d'irrégularités avérées qui n'ont jamais remis en cause le résultat final. Mais cette année, cela risque d'être encore pire, estime Stanislav Andreïtchouk de l'organisation Golos, notamment à cause du fort développement du vote électronique. Il est impossible de surveiller le vote en ligne car personne n'a vu le code du système. Vous devez croire ou ne pas croire les chiffres qui apparaissent à l'écran, mais la pratique montre qu'il vaut mieux ne pas les croire. Des millions de Russes vont voter électroniquement cette année. Pour y parvenir, le pouvoir offre des prix à ceux qui choisissent ce moyen. Et dans les grandes administrations et les entreprises publiques, on impose aux salariés de le faire, comme nous l'a confirmé Anastasia. Je travaille dans une organisation publique. Nous sommes donc obligés de voter. Et ceux qui sont inscrits à Moscou sont obligés de voter électroniquement sur le site de la ville. Cette année, la présidentielle se déroulera sur 3 jours, ce qui veut dire que les urnes dormiront de nuit à l'abri des regards. Et pour la première fois, il n'y aura pas d'observateurs indépendants. Certains experts prédisent que cette élection sera la plus opaque et la plus falsifiée jamais organisée en Russie. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter. Au moins 22 migrants, dont 7 enfants, sont morts dans un naufrage au large des côtes de la Turquie. La nationalité des personnes qui se trouvaient à bord d'un canot pneumatique n'a pas été précisée. Les gardes-côtes turcs ont indiqué avoir secouru ou intercepté depuis le début de la semaine plusieurs centaines de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée vers la Grèce.